Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact très largement consacré à la COP26 qui se tenait du 1er au 12 novembre à Glasgow. Dans un instant, on sera avec Bertrand Piccard, le président de la fondation Solar Impulse depuis Glasgow. Il suit justement cette COP, on fera le bilan et puis on parlera de son nouveau livre qui prône le réalisme en matière d'écologie. Ensuite, notre débat portera sur les engagements qui ont été pris de lutte contre la déforestation. Plus de 100 pays qui abrite 85% des forêts mondiales. On verra quel rôle devront jouer les entreprises pour vérifier et tenir ces engagements. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Etipic et son recrutement 100% inclusif. Mais d'abord, Bertrand Piccard depuis Glasgow. Réaliste, c'est le titre du livre de Bertrand Piccard, publié chez Stock, Soyons logiques autant qu'écologiques. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Smart Impact. On va te parler de votre livre dans un instant, mais d'abord, vous êtes à Glasgow depuis cette COP26. On enregistre cet entretien quelques jours avant la clôture. L'ONU demandait de relever le niveau de l'ambition. Est-ce que vous pensez qu'elle a été entendue par les participants ? Entendu peut-être, mais pas forcément appliqué. Vous savez, ce qui est intéressant ici à la COP, c'est qu'il y a deux COP en une. Il y a la COP des négociations internationales où le but est de retrouver un consensus unanime autour d'ambitions communes. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et puis, il y a l'autre COP, qui est la COP des coalitions. Ce sont des pays qui décident d'atteindre un but sans forcément atteindre l'unanimité. Alors, il y a une centaine de pays contre la déforestation, une centaine de pays contre le méthane, une quarantaine d'entreprises privées qui décident d'abaisser le prix des technologies propres de manière à les rendre accessibles à tout le monde. Et c'est cette COP-là qui avance le plus vite et c'est cette COP-là qui obtient le plus de résultats. Oui, donc il faut voir le verre à moitié plein d'une certaine façon, c'est ce que vous nous dites. Moi, je dis qu'il faut être réaliste, ni optimiste ni pessimiste, juste réaliste. C'est-à-dire qu'il faut atteindre des résultats. Il faut sortir des idéologies. On n'est pas là pour être ou écologiste, ou industriel, ou politique à gauche, ou politique à droite. Il faut prendre ce qui est bon de chaque côté. Et on voit que si des pays craignent que les mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques soient un obstacle à leur développement économique, eh bien, il faut leur montrer qu'au contraire, l'écologie peut devenir la force motrice de l'économie. C'est en mettant en place des nouvelles opportunités industrielles, de l'efficience énergétique, des énergies renouvelables qui sont maintenant moins chères que les sources fossiles. C'est en mettant tout ça en place qu'on va stimuler l'économie des pays qui ont le plus peur de souffrir des engagements que leur demande l'ONU. Oui, mais alors justement, l'une des difficultés de cette COP, l'un des enjeux majeurs, c'est l'aide des pays les plus développés vers les pays du Sud. Et on sait que les engagements de la COP 21 n'ont pas été totalement tenus en la matière. Est-ce que ça vous inquiète? Vous dites que cette aide aux pays du Sud, c'est le prix de notre insouciance. Mais oui, parce que pendant des années, on a hypothéqué le futur, on a vécu à crédit, maintenant il faut bien payer la facture. Mais il y a deux choses avec les pays du Sud, ou les pays les plus démunis. Il y a des versements à faire pour les aider à s'adapter au changement climatique. Ça, c'est vrai, c'est de l'argent qui est versé. Mais maintenant, il y a les investissements. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour les pays les plus développés, c'est d'aider les pays les moins développés à mettre en place des infrastructures efficientes, de mettre en place des énergies renouvelables. Et ça, c'est des investissements qui sont rentables. Ce n'est pas des dons, ce n'est pas de l'argent qui va être perdu pour les pays qui les donnent. Bertrand Piccard, à Glasgow, la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a estimé que la transition mondiale vers la neutralité carbone coûterait, alors le chiffre, j'ai eu du mal à le noter, entre 100 000 et 150 000 milliards de dollars. Ça dépasse totalement l'entendement. Je ne sais plus combien ça fait de... C'est 15... Ça fait 15-0. C'est ça, ça fait 15-0. On n'y est jamais confronté, donc on ne sait plus. Vous n'êtes pas d'accord avec ces prévisions alarmistes, pourquoi ? C'est-à-dire, ce n'est pas une question de ne pas être d'accord avec la prévision, c'est une question de dire qu'elle ne veut rien dire, cette déclaration. Parce qu'il y a de toute façon aujourd'hui des trillions de dollars qui sont investis, mais dans des tas de choses qui existent et qui polluent.
Donc il ne s'agit pas tout à coup d'inventer des nouveaux trillions de dollars pour les mettre ailleurs, il s'agit de retirer les trillions de dollars qui sont dans les énergies fossiles, les constructions mal isolées, les vieux processus industriels, bref, tout ce qui pollue, pour les rediriger dans des domaines beaucoup plus rentables, beaucoup plus propres, beaucoup plus efficients, qui en même temps vont protéger l'environnement. C'est ça qu'il faut voir. Mais d'ailleurs, c'est un mouvement qui a commencé il y a quelques jours. Dans cette émission, on dévoilait le résultat d'une étude de London & Partners, c'est l'agence de promotion de la ville de Londres, qui montre les investissements colossaux qui ont été faits depuis le début de cette année dans les entreprises de la Climate Tech. Plus de 32 milliards de dollars depuis le début 2021. Ça, c'est le business de l'avenir. Vous diriez que les investisseurs l'ont déjà compris, sont en train de le comprendre. Comment vous l'analysez, ça ? Oui, mais bien sûr, les investisseurs le comprennent parce que vous savez, quand vous êtes une caisse de pension, une assurance vie, et que vous avez énormément d'argent à investir pour 10 ou 20 ans pour des clients qui vont toucher cette assurance dans quelques décennies, eh bien, vous êtes obligé de le mettre dans un domaine qui vaudra encore quelque chose à ce moment-là. Et il faut bien voir que si vous placez dans du pétrole, dans du charbon, dans du gaz, eh bien, dans 10 ou 20 ans, vous pouvez être sûr que la valeur va être divisée par 2 ou par 3. Donc, il faut mettre cet argent là où il y a un avenir, c'est-à-dire de la mobilité propre, c'est-à-dire des nouveaux types de ciment, des nouveaux types de construction, des nouveaux types d'énergie, d'efficience énergétique. Et paradoxalement, aujourd'hui, il y a plus d'argent à disposition pour investir que de domaines dans lesquels on peut investir de manière propre. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, il faut que tous ces domaines propres se développent et il faut aussi que la réglementation évolue. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une ville ou un pays qui veut acheter des bus électriques, eh bien, les bus électriques sont un peu plus chers que les bus diesel, même si sur l'entier de leur durée de vie, eh bien, ils vont être beaucoup, beaucoup moins chers. Mais au départ, il faut un investissement supplémentaire qui sera remboursé plus tard, bien sûr. Eh bien, cet investissement supplémentaire, les communautés publiques ne veulent souvent pas le faire, elles veulent acheter de moins cher. Donc, les offres publiques d'achat doivent être modifiées. Et puis aussi, le domaine public n'a pas le droit d'accepter de l'argent privé pour les aider à acheter ce qui est un peu plus cher momentanément. Donc, les aider à investir. On ne peut pas faire, dans certains cas, du public-privé. Donc, ça aussi, c'est des choses qui doivent être modifiées. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de domaines techniques dans lesquels on peut avancer. Et ce n'est pas que l'argent manque, c'est simplement que l'argent n'arrive pas jusqu'au bout de l'investissement. Ouais. Bertrand Piccard, il y a aussi la question de ces bonnes pratiques qu'on peut dupliquer. C'est le sens des 1000 solutions que vous avez labellisées avec votre fondation. Est-ce qu'à l'occasion de cette COP à Glasgow, vous en avez déniché d'autres, des solutions à partager ? Alors, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Hein. Depuis qu'on en a identifié 1000, il y en a 2 qui sont arrivés par jour et 2 qui continuent à arriver. Donc, c'est vrai que ces solutions, elles sont vraiment porteuses d'espoir parce que c'est très concret. C'est souvent des techniques de bon sens comme réabsorber la chaleur perdue dans les usines, réabsorber le méthane dans les décharges publiques, faire du forage géothermique en ville, basse profondeur, hein, seulement 200 mètres, pour pouvoir installer des pompes à chaleur dans les bâtiments. C'est des recyclages de déchets, c'est l'économie d'eau. C'est une agriculture qui utilise moins d'engrais, moins de pesticides. Tout ça, c'est possible techniquement. On l'a identifié, on l'a labellisé et on le promeut. Et vous savez, c'est justement ce genre-là de solutions qui créent des emplois, qui permettent de faire du profit industriel et qui permettent de réconcilier l'écologie et l'économie. Donc, vouloir prendre des grandes mesures n'est possible qu'à condition d'expliquer comment on va atteindre ces grandes mesures, c'est-à-dire quelles sont les techniques qu'on va mettre en place pour y arriver. Et c'est ça qui manque. On entend ces grands discours, la situation est catastrophique, il faut faire quelque chose. Et puis, on attend désespérément la suite. Ben non, l'orateur a fini son discours, il va s'asseoir, tout le monde applaudit, et le suivant dit la même chose. Et c'est ça qui est épuisant. C'est cette manière de dire, il faut agir, sans dire comment agir. Donc, ce que nous faisons avec la Fondation Solar Impulse, c'est d'amener des solutions pour montrer comment agir et comment agir de manière vraiment réaliste. Alors justement, réaliste, c'est le titre de votre livre, Soyons logiques autant qu'écologiques. Il y a aussi une critique d'une certaine façon de ceux qui prônent la décroissance dans ce livre. Alors, pour moi, la décroissance est une philosophie noble. C'est magnifique parce que d'un côté,
on croit de manière démesurée, avec une arrogance par rapport à la nature, on est des prédateurs sur tout ce qui nous entoure, et c'est vrai qu'il faut arrêter ça. Mais comment l'arrêter? Et si on dit aux gens qu'ils doivent décroître économiquement, eh bien, ils vont simplement se distancer de l'écologie. Ils vont rejeter l'écologie parce qu'ils ne veulent pas décroître économiquement. Ça va amener au chaos social et avec des problèmes pour payer les salaires, les caisses de pension, la sécurité sociale, etc. Alors moi, je prône autre chose. Je prône effectivement de décroître le gaspillage, de décroître la pollution, de décroître l'inefficience. Et pour y arriver, eh ben, c'est une croissance qualitative. C'est-à-dire qu'on va croître économiquement, on va créer de la richesse, on va créer de l'emploi, en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Donc en fait, le développement économique se fait non plus en augmentant la production, la consommation et le gaspillage, mais en augmentant l'efficience. Et tout ce qui permet d'augmenter l'efficience est rentable. C'est rentable parce qu'on peut rembourser l'investissement grâce aux gains qu'on fait en ressources, aux gains qu'on fait en énergie. Donc pour moi, c'est ça la croissance qualitative. Merci beaucoup Bertrand Piccard, réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques. Voilà le titre de votre livre, je le rappelle, publié chez Stock. On continue de parler de la COP26 du sommet de l'ONU pour le climat avec la reforestation au programme. Les engagements de cette COP26 sur la déforestation, la reforestation, on en parlait à l'instant avec Bertrand Piccard. Je vous propose de découvrir mes invités. Yann Laurence, vous êtes directeur du pôle biodiversité chez WWF France. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Adrien Portafait, expert biodiversité au Boston Consulting Group, avec donc cet accord dont on parlait, plus de 100 pays qui abritent 85% des forêts mondiales, qui s'engagent à enrayer la déforestation d'ici 2030. Peut-être une vision un peu globale de cet accord. Adrien Portafait, qu'est-ce que ça représente ? Alors cet accord, si on regarde le verre plein, c'est une première parce que jamais autant de pays se sont engagés dans une telle promesse, dans un tel engagement, avec 114 pays, 87% des forêts donc qui sont couvertes dans cet engagement, inclut le Brésil, qui n'était pas dans les engagements précédents. Oui. Alors, cependant, des engagements de ce type... On peut se dire c'est bien, mais le Brésil de Bolsonaro qui s'engage à arrêter la déforestation, enfin bon, est-ce qu'il faut le croire ? Oui, et puis des engagements de ce type, on en a eu par le passé, et puis c'est pas parce qu'on s'engage qu'on met en œuvre sur le terrain. C'est pas si simple. D'autant plus qu'entre maintenant et 2030, parce qu'ils se sont engagés à horizon 2030, il y a quand même une trajectoire qu'on ne connaît pas, et si la trajectoire n'est pas sérieuse, il n'y aura plus beaucoup de forêts à défendre. Voilà. Entre-temps, on a l'Indonésie. L'Indonésie qui avait dit oui et qui finalement se retire. C'est pas rien l'Indonésie, hein. C'est la 3e plus grande forêt tropicale au monde. Tout à fait. Et l'Indonésie nous dit, nous on avait compris que c'était plutôt net et qu'on allait pouvoir continuer à se développer en coupant des arbres et que d'autres allaient compenser. Mais en fait, les forêts, c'est pas comme le carbone. C'est-à-dire que on ne peut pas couper une forêt primaire tropicale et dire que planter le même nombre d'arbres ailleurs, disons dans un endroit tempéré, ça va apporter la même captation de carbone ou la même biodiversité. Yann Laurence, votre avis sur cet accord. C'était vraiment la discussion qu'on avait avec Bertrand Piccard juste avant. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et l'important c'est ce qu'on va en faire, quoi. Comment on va l'appliquer. Oui, exactement. Il faut rappeler que les forêts tropicales, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Pourquoi c'est si important en ce moment et pourquoi il y a cette déclaration ? C'est parce que c'est d'abord un réservoir de biodiversité incroyable. Hein. Sur un hectare de forêt tropicale, il y a à peu près 400 espèces d'arbres. Il y en a 40 dans une forêt européenne, par exemple. Et par ailleurs, c'est un stock de carbone incroyable. C'est 4 fois plus de carbone que dans un autre type d'écosystème. Donc c'est pour ça que c'est si important. Et donc cet accord, il rappelle l'importance de lutter pour préserver ce trésor. Comme le dit Adrien, il reprend les termes des accords précédents. La question maintenant, ça va être de savoir si les acteurs, et notamment les entreprises, vont vraiment faire ce qu'il y a dans cet accord, et notamment à prendre des engagements fermes, précis, clairs et vérifiables. Et ça, il y a un levier, il y a un pouvoir que nous, consommateurs, on a finalement de contrôle, de vérification, et que des organismes comme les vôtres peuvent porter aussi.
aussi. Absolument. On a le pouvoir de contrôle et de vérification, c'est-à-dire de faire attention à la manière dont les entreprises mettent sur le marché des produits et aux labels, aux signes de qualité et à leurs engagements concrets. Et puis, bien sûr, on a aussi un rôle via notre alimentation. Parce que le problème de la déforestation, c'est quand même beaucoup notre assiette, notamment l'excès de protéines d'origine animale, l'excès de viande industrielle, de produits laitiers industriels, etc. Et les biocarburants aussi. Et donc, c'est par notre consommation qu'on peut infléchir et donner raison aux entreprises qui s'engagent. Alors justement, ça nous amène à cette étude que vous avez publiée conjointement, rapport sur la lutte contre la déforestation, étude mondiale qui a été réalisée auprès d'un panel de plus de 10 000 consommateurs. Il y a beaucoup d'éléments, mais moi je retiens qu'ils se sentent parfois un peu démunis, pas assez informés. Ça vous a étonné? Parce que moi j'ai le sentiment quand même que ça brasse beaucoup d'informations. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que là, il y a un rôle pour les entreprises. Merci. Il y a un rôle pour les entreprises de renforcer leurs engagements et d'y apporter une meilleure transparence, une meilleure traçabilité. Les engagements que prennent les entreprises actuellement, ils sont sur certaines commodités agricoles, mais pas sur toutes les commodités agricoles à haut risque. Derrière, ils sont faits à travers des certifications. Il y a de nombreuses certifications plus ou moins pertinentes sur le sujet de la déforestation, plus ou moins robustes. Et puis, il y a un sujet de tracer ce qui se passe en réalité sur le terrain. Et la bonne nouvelle, c'est que sur la traçabilité, il y a des nouvelles technologies qui permettent désormais, à moindre coût, d'apporter ce suivi. Mais est-ce que ces informations, elles remontent suffisamment aux consommateurs, justement? Pour l'instant, pas encore assez, mais c'est en cours, c'est ce que j'entends. Par exemple, ensemble avec WFBCG, on a lancé une initiative qui s'appelle OpenSC, Open Supply Chain. C'est une initiative qui utilise des technologies d'objets connectés et de blockchain pour, à moindre coût, faire la traçabilité. Donc, par exemple, dans l'huile de palme, on a des petits objets qu'on met sur les camions et qui permettent d'envoyer un signal GPS, de voir où sont les camions et de mesurer le poids du camion. Et donc, parce que le plus compliqué, c'est le premier kilomètre. C'est les produits d'où ils viennent avant le moulin, quand ils arrivent de la ferme. Ces produits, ils nous permettent de voir, avec des algorithmes qui nous lancent des alertes quand il faut, permettent de voir si le camion entre la ferme officielle et le moulin à huile de palme, est-ce qu'il s'arrête quelque part où il n'est pas censé s'arrêter? Est-ce que le poids du camion change? Et donc ça envoie des alertes pour dire, là, il y a de l'huile de palme illégale qui a été rajoutée. Donc ça, c'est un sujet vraiment important, c'est que les entreprises, elles peuvent désormais mettre en place ce genre de technologie pour qu'il y ait une vraie transparence. Parce que c'était un défi quasi impossible à tenir de maîtriser toute la chaîne de valeur et de remonter vraiment à l'origine du produit. C'est ça, c'est surtout que c'est le dernier kilomètre qui est difficile à tracer. On peut... Le premier de la production, on est d'accord. Pour l'entreprise qui s'approvisionne, c'est le dernier kilomètre de sa chaîne. On est bien compris. Mais pour la production, c'est le premier. C'est ça qui est difficile effectivement à tracer et qui se perd un peu dans les analyses. Donc c'est là que ça constitue un progrès évident. Mais les consommateurs, ils sont prêts à agir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Parfois, ils se disent, je suis prêt à agir, mais je ne sais pas exactement comment. Il y a encore ce discours-là qui ressort de l'étude. Nous, donc, dans une étude préalable, on avait fait une enquête auprès des consommateurs dans tous les pays du monde, à la fois dans les pays développés et dans les pays émergents. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays du monde, la préoccupation sur ces sujets-là, elle augmente. Elle a été accélérée pendant la crise de la Covid, contrairement à ce qui avait pu avoir lieu avec d'autres crises précédemment. Et les gens comprennent mieux le lien entre ce qu'ils mangent, leur mode de vie et l'environnement. Donc il y a une vraie préoccupation. Maintenant, c'est vrai que dans beaucoup de pays, si quelqu'un propose une traçabilité, propose des produits sans déforestation, à qualité égale, à prix égal, c'est certain que cette entreprise-là va prendre l'avantage, que les gens vont choisir ce produit-là. Maintenant, à qualité égale, à prix égal. Il y a les deux informations qui sont importantes dans votre phrase. Voilà, tout à fait. Maintenant, au-delà de la traçabilité, nous, on pense que les entreprises, elles peuvent aller plus loin. Elles doivent aller plus loin. Au-delà d'apporter donc cette visibilité, il faut aussi qu'elles accompagnent leurs fournisseurs dans les régions des fronts de déforestation. Parce qu'actuellement, beaucoup d'entreprises qui ont tous les meilleurs sentiments, qui veulent avancer, elles disent aux fournisseurs, il faut être certifié ceci, cela. Si le fournisseur n'est pas capable, il va se tourner vers des acheteurs moins scrupuleux. Or, ici, il y a vraiment une opportunité d'accompagner ces fournisseurs pour qu'ils mettent en place des pratiques plus durables. Et c'est gagnant-gagnant, parce que ça permet aussi à l'acheteur d'avoir des fournisseurs plus fidèles, plus résilients, plus productifs. Donc ça, c'est une dynamique à mettre en place. Et puis finalement, je voudrais préciser que c'est des systèmes c'est des problèmes, la déforestation, qui sont à l'échelle d'un écosystème naturel, mais aussi humain. Et donc, si les entreprises veulent vraiment faire la différence, il faut
dans ces territoires, mener des coalitions d'acteurs. Il faut mettre les gens autour de la table, que ce soit les entreprises qui achètent, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les communautés locales, pour ensemble se mettre d'accord sur les pratiques, se mettre d'accord sur les nouvelles règles du jeu, pour que tout le monde ait intérêt à ce que ces arbres restent debout, plutôt que de les avoir coupés. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin quand même de mettre justement à manger sur la table à la fin de la journée. Donc il faut que ce soit dans leur intérêt aussi. Yann Laurence, quelles sont les filières économiques les plus directement concernées par ces enjeux de déforestation? Alors c'est d'abord l'agroalimentaire. C'est clairement ce qu'on met dans notre assiette qui est vraiment le premier déterminant de l'effondrement de la biodiversité et du coût de la déforestation. C'est pareil pour la pêche d'ailleurs et pour les océans. C'est d'abord ce qu'on met dans notre assiette. Ensuite c'est les biocarburants, notamment quand on cultive pour les biocarburants, ça c'est une mauvaise idée. Quand on prend des biocarburants issus de déchets, ça peut bien marcher. Mais quand on cultive pour ça, en fait, ça pousse, ça prend de la place et ça déforeste. Donc c'est surtout le secteur, c'est en premier lieu le secteur de l'agroalimentaire. Bien sûr, il y a aussi le caoutchouc, les mines, etc. Et dans l'agroalimentaire, c'est quoi? C'est soja, huile de palme? C'est les deux qu'on cite les plus spontanément. Soja, huile de palme, le bétail. Et alors soja d'ailleurs, c'est en particulier pour alimenter le bétail, tout le bétail, pas seulement le bœuf, mais même encore plus la viande blanche. Donc oui, c'est ça, c'est soja, bœuf, bétail, donc bétail en général, et puis bien sûr l'ensemble cacao, café et caoutchouc. Est-ce qu'il y a, Yann Laurence, certaines de ces filières qui sont plus avancées que d'autres dans la prise de conscience ou même dans l'action? Allons plus loin. Je dirais pas ça, mais il y a des démarches qui commencent à être un peu plus précises que d'autres. Par exemple, on considère que la labellisation de l'huile de palme, le standard huile de palme durable, ce qu'on appelle la RSPO, est plutôt bien avancé en termes de précision des engagements. Parce que ce qui manque, c'est important de le rappeler, c'est pas les engagements. C'est pour ça que le consommateur est perdu, c'est qu'il y a beaucoup de signaux, de labels, etc. Mais ils sont vagues. Très souvent, ils sont vagues, ils disent pas bien, ils sont pas quantifiés, et ils sont pas précis. Et donc, on a besoin d'engagements précis. Et donc, par exemple, celui sur l'huile de palme, parce qu'elle est très en but à beaucoup de critiques depuis très longtemps, a fait des progrès. D'autres en ont fait beaucoup moins, ils sont encore un peu vagues. Le bio aussi est un label qui marche bien, qui est assez précis et concret. On va terminer, Adrien Portafait, avec la question du financement. C'est aussi un accord de la COP26. Les PDG de plus de 30 institutions financières qui représentent 8 700 milliards de dollars d'actifs mondiaux se sont engagés à éliminer les investissements dans les activités liées à la déforestation. Est-ce que vous diriez que c'est presque aussi important ou même plus important que l'engagement des États ? Alors je pense que c'est aussi important parce que les États doivent réglementer à la fois du côté de l'exportation de ces produits, là où la déforestation a lieu, et aussi du côté des consommateurs, là où on importe et où on consomme, les entreprises qui sont dans ces chaînes de valeur, et les financiers qui financent toute cette activité. Maintenant, ce que vous ne dites pas, c'est que cet accord des banques, il est à horizon 2050. Ça, c'est très très loin. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est un petit peu décevant. Il faudra accélérer. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ces enjeux de la déforestation dans le cadre de cette COP26 à Glasgow. On passe à Smart Ideas pour parler recrutement tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. On parle recrutement, donc on parle éthique avec mon invité Nicolas Morby. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président fondateur d'Atypique, créé il y a 1 an. Avec quelle idée de départ? Expliquez-moi. L'idée, c'était de permettre aux entreprises d'aller recruter directement leurs talents sur leur lieu de vie. C'est un peu étrange en disant cela, mais j'ai voulu en fait tout simplement dupliquer ma dernière expérience dans la collecte de fonds pour les ONG. Vous savez, toutes les personnes que vous croisez dans la rue, pour Médecins du Monde, pour Aide, qui vous dit bonjour, est-ce que vous avez un instant pour ces assos-là? Et pour qui on n'a pas toujours un instant d'ailleurs. Pour lequel on n'a toujours pas un instant, j'ai voulu tout simplement utiliser cette expérience-là dans le sourcing de candidats, avec la croyance profonde que ce n'est plus aux candidats d'aller vers l'entreprise, mais plutôt à l'entreprise d'aller chercher directement leur talent dans la rue. Donc c'est un sourcing qui est assez étonnant parce que on se dit quoi? On se dit je suis chef d'entreprise, je vais aller me balader dans mon quartier, je vais utiliser Atypique pour aller me balader autour de chez moi. C'est quoi le fonctionnement concret en fait? Alors le fonctionnement, ça commence déjà par une exploration du poste. C'est-à-dire ce qu'on ne parle pas assez, c'est que finalement chaque poste a des savoir-être et des compétences techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on
on va envoyer un ingénieur cognitif en psychologie sociale, un psychologue du travail, étudier le poste pour qu'on puisse le traduire en savoir-être et savoir-faire. Donc là, c'est la méthode exploratoire. Après, ensuite, on va faire le sourcing de candidats. Ouais. Alors, vous allez dans quel lieu ? Ça peut aller dans les centres commerciaux, c'est dans la rue, ça peut être, je sais pas, ça peut être aussi également dans le porte-à-porte. Et avec cette idée d'aller demander aux personnes « Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail ?» leur poser une série de questions, un questionnaire qui a été élaboré par une docteure en sciences cognitives et qui permet en fait d'avoir un portrait robot de la personne en termes de savoir-être. En quelques minutes, oui. Ouais. Et suite à cela, en fait, il y a une préqualification. Et là, on arrive à analyser tous les prérequis techniques, ce qui va faire que, du coup, grâce à cette exploration et ce sourcing de candidats, on va pouvoir faire matcher ces demandes et pouvoir sélectionner le bon profil qui n'aurait peut-être pas postulé à l'offre vers l'entreprise qui recherche. Il y a beaucoup de métiers en tension en ce moment. En quoi Atypique peut ou pourrait aider ces secteurs à recruter? Alors, je vais vous donner un cas d'usage très précis, c'est-à-dire j'ai la chance de travailler avec le 3e groupe français d'EHPAD, de Musevie, notamment dans les métiers de la santé. J'imagine que vous en parlez énormément, bien sûr. Malheureusement. Ce groupe-là a fait le pari de se dire que voilà, il y avait des soignants qui allaient partir, et donc du coup l'idée c'était de trouver des personnes, des faisans fonction, notamment aides-soignants, qui auraient peut-être pas les prérequis universitaires, mais qui auraient une appétence pour la santé, et d'aller les identifier dans la rue, et après ensuite les accompagner dans une démarche de formation VAE pour l'exercer. C'est ce qu'il faut faire, enfin, dans tous les métiers en tension, que ce soit dans la santé, le BTP et les autres secteurs. Il y a plein de personnes qui n'auraient jamais songé d'aller vers les métiers de la santé, le BTP, le numérique et autres. Et puis ça permet aussi d'aller chercher, vous parlez d'un sourcing ou d'un recrutement 100% inclusif, c'est-à-dire que des femmes, des hommes qui passent sous les radars, quoi, qui soit n'utilisent pas Internet, soit n'ont pas une formation particulière, etc. Ça, c'est aussi le point de départ de votre démarche, d'une certaine façon? C'est complètement le point de départ, c'est-à-dire que quand j'étais dans ma dernière expérience, j'ai eu la chance de faire du recrutement. J'ai pu passer plus de 9800 recrutements. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça fait du monde. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Et moi, j'avais ces grosses frustrations. Je me disais, tiens, les personnes que je croisais en face de moi avaient un talent fou, mais n'avaient pas les compétences pour pouvoir exercer le métier de recruteur de donateur, qui est très difficile. Et je m'étais dit, mais pourquoi ces personnes-là, qui auraient pu être des vraies pépites pour les entreprises, ne trouvent pas de travail? Et finalement, pour répondre du coup à votre question, c'est souvent des personnes qui ont abandonné, qui ne savent pas faire des CV, qui n'ont pas les codes. Et donc, du coup, c'est en complément de tout ce qui existe à l'heure actuelle, c'est de permettre à cette personne-là d'avoir une meilleure lisibilité, tout simplement connaître les offres aussi à pourvoir, et donc être sur le même pied d'égalité que les personnes qui seraient sur le web également. Et notamment des personnes qui ont été déscolarisées relativement tôt et qui aussi passent sous les radars. Est-ce que vous avez des partenariats avec, par exemple, des centres commerciaux parce qu'il faut bien se poser quelque part, vous l'avez dit rapidement, mais comment ça marche? Alors j'ai la chance d'avoir un partenariat, notamment Noud, de la famille Mullier. Donc ils nous mettent à disposition tous leurs centres commerciaux dans la France entière. Et ça nous permet justement, et comme vous le savez, les centres commerciaux Noud sont au cœur des centres, de quartiers prioritaires. Ce qui fait que du coup, on arrive à toucher ces personnes-là et donc du coup leur permettre de pouvoir les mettre en relation avec des métiers en tension. Mais pas que, aussi on a partenariat avec le Pôle emploi Île-de-France qui nous permet aussi de faire de choses formidables. Et j'aimerais que ce soit une norme à l'avenir, quoi. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Nicolas Morby, et bon vent à Atypique. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut.